Bien, je vous remercie d'être ici et de me donner l'occasion. Je remercie Raphaël et vous tous de me donner l'occasion de donner cet enseignement sur l'esprit du Kessa. Os doy las gracias a todos y doy las gracias a Rafael por haberme dado la ocasión para dar esta enseñanza sobre el Kessa. Parce que donc, il y a 55 ans, Maître Deshimaru a transmis en Europe la pratique de Zazen et du Kessa. Hace 55 años, el maestro de Shimaru transmitió a Europa la práctica del Zazen y del Kessa. Et cette pratique du Kessa, et bien sûr du Zazen, c'est vraiment beaucoup répandu. Y esta práctica del Kessa y también, sobre todo, el Zazen se ha extendido mucho. Et aujourd'hui, pratiquement toutes les personnes qui se font ordonner cousent leur Kessa. Y hoy en día, prácticamente todas las personas que reciben la ordenación cosen su Kessa. Dans ce Teisho, quand je dis Kessa, ça inclut le Rakusu, bien sûr aussi. Cuando hablo de Kessa, por supuesto, incluye el Rakusu. Et il me semble donc que c'est très important aussi que soit transmis, bien sûr, l'esprit du Kessa. Y me parece que es muy importante también que se transmita el espíritu del Kessa. Alors, d'abord, je voulais vous parler du Sutra du Kessa. De entrada os voy a hablar del Sutra del Kessa. On récite donc à chaque fois avant de revêtir le Rakusu ou le Kessa. El sutra que se canta cada mañana cuando se viste antes de vestir el Kessa o el Rakusu. Voilà. Donc Daisai Gedapuku, Daisai Gedapuku, qui veut dire haut vêtement de la grande liberté. Que significa alta vestidura de la gran libertad. Muso Fukuden E. Muso Fukuden E. Kessa du chant du bonheur illimité. Kessa del canto de la felicidad. Non, pas canto, le chant. Del campo de la felicidad ilimitada. Illimité. Hibu Nyorai Kyo. Hibu Nyorai Kyo. Je reçois avec foi l'enseignement de Bouddha. Recibo con fe la enseñanza del Buda. Kodosho Shujo. Kodosho Shujo. Pour aider largement tous les êtres sensibles. Para ayudar ampliamente a todos los seres sensibles. Voilà, c'est la traduction qui est dans donc, le livre du Kessa, donc les kusen qu'avait donné Maître Deshimaru. Esa es la traducción que está en el libro del Kessa y la traducción que dio el maestro en los kusens, el maestro Deshimaru. Alors la première phrase, Daisai Gedapuku. La primera frase, Daisai Gedapuku. Daisai, c'est grand, merveilleux vêtement. Dai significa gran, maravillosa vestidura. Et Gedapuku, y Gedapuku, c'est la vraie liberté. La verdadera libertad. La libération. La liberación. Donc le Satori. Así pues, el Satori. Le Kessa est le symbole donc de la libération par rapport aux attachements. El Kessa es el símbolo de la liberación en relación a los apegos. C'est un vêtement simple. Es una vestidura simple. Humble. Humilde. Qui aide à ne pas s'attacher. Que ayuda a no apegarse. En abandonnant les valeurs mondaines de décoration. Abandonando los valores mundanos como la decoración. De richesse. La riqueza. Pour ne pas se distinguer par rapport aux autres. Y así no distinguirse en relación a los demás. La deuxième phrase. La segunda frase. Fukuden, Muso Fukuden E. Muso Fukuden E. Et c'est le vêtement. E es la vestidura. Fuku, c'est la chance, le bonheur. Fuku es la suerte, la felicidad. Den, c'est le champ, donc la rizière. Den, el campo, el arrozal. Et Muso, c'est illimité. Es ilimitado. C'est-à-dire sans limite. Es decir, sin límites. Mais aussi sans forme. Y también sin forma. Donc le Kessa évoque l'image de fraîcheur des rizières. El Kessa evoca la imagen de la frescura de los arrozales. Au tracé harmonieux. Con sus líneas trazadas armoniosas. Et bien ordonnées. Y muy bien ordenadas.
Il a donc une forme précise, Tiene una forma precisa, mais il est à la fois illimité. pero al mismo tiempo es ilimitado. C'est l'esprit large, Es el espíritu amplio, ouvert, abierto, non dogmatique. no dogmático. C'est à la fois la rigueur A la vez et la souplesse. es el rigor y la flexibilidad, C'est comme la posture de Zazen. igual que la postura de Zazen. La troisième phrase, La tercera frase, Hibu Nyoraikyo. Hibu Nyoraikyo. Alors, Hibu, Hibu ça peut être traduit par avec foi, se puede traducir con fe, avec respect con respeto et humblement. y también humildemente. Et donc, humblement ou avec respect, nous, recevons. Humildemente, con respeto, nosotros recibimos. On peut dire aussi, nous déployons. También podríamos decir desplegamos. Et nous revêtons. Y revestimos. Voilà. Nyorai, le Bouddha. Nyorai es el Buda. Kyo, Kyo c'est l'enseignement, le dharma. es la enseñanza, el dharma. Donc, les sutras sont le dharma transmis en parole. Los sutras son el dharma transmitido con palabras. Mais Zazen et le Kesa, c'est le dharma sans parole. Y Zazen y el Kesa son el dharma sin palabras. Donc, Zazen est la source. Zazen es la fuente, el origen. Puisque c'est la posture d'éveil du Bouddha. Puesto que es la postura del despertar de Buda. Alors, Zazen, Kesa et Dharma Zazen, Kesa y Dharma sont fondamentalement un. Son fundamentalmente uno. En unité. En unidad. Donc, on peut dire que le Kesa est l'expression de Zazen sous forme de vêtement. Se podría decir que el Kesa es la expresión de Zazen en la forma de la vestidura. Alors, enfin, la quatrième phrase. Y la cuarta frase. Kodo Sho Shujo. Kodo Sho Shujo. Alors, c'est avec tous les êtres. Es con todos los seres. Et c'est libération. Y es liberación. Émancipation. Emancipación. Donc, tout à l'heure, on disait pour aider tous les êtres. También se decía para liberar a todos los seres. Mais il n'y a pas l'idée de je aide les êtres. Pero sin la idea de yo ayudo a los seres. En fait, on porte le Kesa et on fait Zazen pas seulement pour soi-même. Uno lleva el Kesa y hace Zazen no solo para uno mismo, mais avec tous les êtres. Sino con todos los seres. Avec tout l'univers. Con todo el universo. Et d'ailleurs, le Bouddha, el Buda, quand il s'est éveillé, cuando alcanzó el despertar, a déclaré qu'il s'éveillait avec tous les êtres sensibles. Declaró que él había alcanzado el despertar junto con todos los seres sensibles. Donc maintenant, vraiment l'esprit du Kesa, enfin, pas maintenant, il y avait déjà l'esprit du Kesa, bien sûr, dans le sutra du Kesa. En el sutra del Kesa estaba ya, por supuesto, incluido el espíritu del Kesa y ahora vamos a hablar de ello. Donc avant tout, c'est l'abandon des désirs. Antes que nada, es el abandono de los deseos. La entrada cuando se escoge la tela. On abandonne ses préférences. Uno abandona sus preferencias. Ses catégories. Sus categorías. Et ses opinions. Y sus opiniones. Donc, toutes les règles de confection du Kesa. Todas las reglas de confección del Kesa. Sur la couleur. Respecto al color. La forme. La forma. On ne suit pas des idées personnelles. No se siguen las propias ideas personales. Simplement, c'est fait, le Kesa est fait à la mesure de la personne. El Kesa se hace según las medidas de la persona. Mais la personne ne choisit pas de mettre les attaches quelque part. On suit la méthode transmise. Pero la persona no escoge en qué lugar hay que poner las ataduras, sino que se sigue el método tal como ha sido transmitido. Donc, on abandonne les attachements.
se abandonan los apegos, mais l'être humain a quand même la nature de s'attacher. pero la naturaleza del ser humano es apegarse a las cosas. Donc on peut effectivement aussi s'attacher, par exemple, au kessa de son maître. Pero, por ejemplo, uno puede sentir apego hacia el kesa de su maestro. On peut s'attacher au kessa cousu par quelqu'un de particulier. Uno puede sentir apego con el kesa que alguien especial ha cosido. Pour ça, je voulais vous rappeler, parce que vous connaissez l'histoire du kessa de Bodhidharma, Por eso os voy a recordar, ya debéis conocerla, la historia del kesa de Bodhidharma, qui était donc transmis de patriarche en patriarche. que había sido transmitido de patriarca en patriarca. Et donc, quand il a été transmis à Eno, le 6e patriarche, Cuando se le transmitió a Eno, el sexto patriarca, par Konin, le 5e patriarche, a través de Konin, el quinto patriarca, Eno n'était même pas encore moine. Eno todavía no era monje. Donc, Konin lui a donné le kessa transmis depuis Bodhidharma, Konin le entregó el kesa que había sido transmitido desde tiempos de Bodhidharma, ainsi que ses bols, así también sus cuencos, qui sont les symboles du shio, de la transmission. que son el símbolo del shio, de la transmisión. Mais ensuite, Eno s'est enfui du temple Seguidamente, Eno huyó del templo pour se préserver de la colère des disciples, para preservarse de la cólera, de la ira de los discípulos, des disciples moines qui n'allaient pas accepter cette transmission. de los discípulos monjes que no iban a aceptar esta transmisión. Un de ces moines l'a rattrapé Uno de sus monjes llegó junto a él, consiguió atraparlo. et alors Eno a posé le kessa et les bols Eno colocó el kesa y los cuencos sur un rocher encima de una roca et lui a dit mais tu peux les prendre. y le dijo, ahora puedes cogerlos. Donc l'histoire raconte que le moine n'a pas réussi à les soulever tellement ils étaient lourds. Y la historia cuenta que el monje no consiguió levantarlos puesto que pesaban mucho. Et alors il comprit, ce moine il comprit Y ese monje comprendió entonces, et il a fait sampai devant Eno. hizo sampai delante de Eno. En fait, Eno n'avait pas d'attachement pour ce kessa matériel de Bodhidharma. Eno no estaba apegado a ese kesa material, ese kesa de Bodhidharma. Il avait reçu le dharma en recevant le kessa. Él había recibido el dharma al recibir el kesa. Et par la suite, il a conservé ce kessa toute sa vie. Y toda su vida conservó ese kesa. Et quand plus tard il est devenu très célèbre, un maître très célèbre, Más tarde se convirtió en un maestro muy célebre. l'empereur a vénéré ce kessa, El emperador veneró ese kesa. le kessa demeurait dans le temple de Eno, El kesa permanecía en el templo de Eno, mais l'empereur le faisait venir, enfin faisait transporter, enfin c'était vraiment un objet de vénération exceptionnel. pero el emperador hacía que se transportara de un lado a otro ese kesa y se convirtió en un objeto de veneración excepcional. Mais Eno, qui avait failli quand même perdre la vie à cause de ce kessa auquel les gens étaient tellement attachés, Pero Eno, que por poco pierde la vida a causa de ese kesa al cual la gente estaba tan apegado. ensuite, ses successeurs ont transmis, enfin il a transmis à ses successeurs des kessas faits sur le même modèle, mais ils ne sont pas restés attachés à ce kessa matériel de Bodhidharma. Seguidamente, él transmitió a sus sucesores unos kesas que estaban hechos de la misma manera, pero no el kesa original de Bodhidharma. Et un jour, un moine donc demanda à Maître Eno, Y un día un monje le preguntó al maestro Eno, le kessa de Bodhidharma était-il en soie ou en coton? ¿el kesa de Bodhidharma era de seda o de algodón? Parce qu'à l'époque, il y avait de grandes discussions pour savoir si c'était correct d'utiliser de la soie En esa época había muchas discusiones para saber si era correcto utilizar seda, puisque pour faire de la soie, on tue les vers à puesto, soie.
que cuando se hace la seda se tiene que matar los granos de seda. Donc, certains disaient que ce n'était pas conforme à l'enseignement du Bouddha. Algunos decían que eso no era conforme a la enseñanza del Buda. Eno a répondu, Eno contestó ce n'était ni de la soie ni du coton. que no era ni seda ni algodón. C'était pour répondre à cet esprit de dualité. Era para contestar a ese espíritu de dualidad. En fait, c'était au-delà de la contradiction. De hecho, iba más allá de la contradicción. Et en fait, le dharma transmis, Y de hecho, el Dharma transmitido c'est au-delà de l'esprit de discrimination dualiste. va más allá del espíritu de discriminación y dualista. Donc le kesa, le rakusu, El Kesa o el Rakusu il est remis au moment de l'ordination se entrega en el momento de la ordenación de personne vivante à personne vivante. de una persona que está viva a una persona viva. Mais en fait, et d'ailleurs c'est symbolisé par menju, on appelle ça menju, A eso se le llama y se simboliza por Menju, c'est-à-dire que le regard du Godo, enfin du maître, rencontre le regard de celui qui est ordonné. la mirada del godo, del maestro, encuentra la mirada de aquel que recibe la ordenación. Ça se fait pas par correspondance. Eso no se hace por correo. C'est en présentiel, comme on dirait maintenant. Ahora se diría en presencial. Voilà. Et donc, en fait, le kesa n'appartient pas à la personne qui reçoit. El Kesa no pertenece a la persona que lo recibe. Le kesa, c'est le vêtement de Bouddha. El Kesa es la vestidura del Buda. Donc, on ne possède pas un kesa. Uno no posee un Kesa, Mais au moment de l'ordination, pero al momento de la ordenación, quand on le reçoit, cuando se recibe, on s'engage à le protéger. uno se compromete que va a protegerlo Et on est protégé par lui. y al mismo tiempo uno queda protegido por él. Donc, de la même façon, on ne s'approprie pas le dharma. Y de la misma manera uno no se apropia del Dharma. On est imprégné par le dharma sans parole, Uno se va impregnando del Dharma sin palabras en pratiquant le kesa al practicar el Kesa et en pratiquant zazen. y al practicar Zazen. C'est pour ça qu'il est important de ne pas séparer zazen et le kesa. Por eso es importante no separar Zazen y el Kesa. Le kesa nous protège matériellement, El Kesa nos protege materialmente, mais aussi il protège, pendant zazen, des illusions y durante Zazen también nos protege de las ilusiones de notre mental, de nuestro mental, par exemple comme des envolées mystiques. como por ejemplo los delirios místicos, De se dire, ah ça y est, là j'ai le satori. cuando uno dice y piensa, ah, ahora ya tengo el Satori. Ouais. C'est un danger en fait. Eso es un peligro. On pense souvent à la protection du rakusu quand on voyage, Uno muy a menudo piensa en la protección del Rakusu cuando viaja pour pas avoir d'accident. para no tener un accidente, Mais le kesa protège pendant zazen, pero el Kesa protege también durante Zazen, protège notre esprit. protege nuestra mente. Et puis nous, de notre côté, nous protégeons le kesa Y nosotros, por nuestro lado, protegemos el Alors, Kesa matériellement materialmente, en le lavant, al lavarlo, en le réparant, al repararlo, mais aussi en transmettant la manière juste de le fabriquer, de le faire pero también al transmitir la manera justa de coserlo et de le pratiquer. y de practicarlo. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à la notion que je voulais développer de Nyo-ho-e. Y con todo eso se llega a la noción que quería yo desarrollar, Nyo-ho-e. Alors, Nyo, c'est Nyorai, c'est toujours le Bouddha. Nyo, Nyorai es el Buda, Ho, c'est le Dharma. Ho
El dharma Et c'est le vêtement. et la vestidura, el hábito. Donc, on peut traduire Nyoho-e par le vêtement conforme au dharma du Bouddha. Nyoho-e se podría traducir por la vestidura conforme a la enseñanza del Buda. Il faut savoir que nous avons reçu un héritage très précieux, Hemos recibido una herencia muy valiosa, qui est donc le Nyoho-e, que es el Nyoho-e, que Maître Deshimaru a apporté en Europe, donc il y a 55 ans. que el maestro de Shimaru trajo a Europa hace 55 años. Donc Maître Deshimaru, lui, il a transmis cet enseignement qu'il avait reçu de son maître Kodo Sawaki. El maestro de Shimaru transmitió esta enseñanza que él mismo había recibido de su maestro Kodo Sawaki. Alors souvent, quand on parle de transmission, on commence par ce qu'il y a l'origine et on arrive jusqu'à nous. Al menudo, cuando se habla de transmisión, se empieza por el origen hasta llegar a nosotros. Là, je sais pas, je suis allée dans l'autre sens. Yo aquí voy a ir en el sentido contrario. Donc, si je suis là aujourd'hui à vous parler de l'esprit du Kessa, Si hoy estoy aquí hablándoos del espíritu del Kesa, c'est parce que, bien sûr, j'ai appris donc à les coudre, il y a longtemps, enfin, il y a 45 ans, je sais plus. hace unos 45 años que empecé a aprender a coser el Kesa y el Rakusu. Donc, j'ai appris la technique Aprendí la técnica par, auprès d'une nonne, junto a otra monja, mais aussi j'étais donc disciple de Maître Deshimaru et donc j'ai été imprégnée de l'esprit du Kessa. también era discípula del maestro de Shimaru y quedé impregnada del espíritu del Kesa, Que lui-même avait reçu par imprégnation de son maître Kodo Sawaki. que él mismo había recibido por impregnación de su maestro Kodo Sawaki. Kodo Sawaki, lui, il a étudié le Nyoho-e, Kodo Sawaki estudió el Nyoho-e, alors à la fois d'après le chapitre Kessa-Kudoku du Shobogenzo de Maître Dogen, a partir del capítulo del Kessa Kodoku del Shobogenzo del maestro Dogen, mais aussi à partir des écrits de Maître Jun Sonja, pero también a través de los escritos del maestro Gyun Sonja c'est du XVIIIe siècle, del siglo XVIII, ainsi que sur les Kessa eux-mêmes qui avaient été cousus par ce maître Jun Sonja ou sous sa direction. y a través de los Kesas que ese mismo maestro Gyun Sonja había cosido él mismo o personas bajo su dirección. Il faut savoir aussi que Maître Dogen lui-même El maestro Dogen, el mismo, avait cousu un kessa vraiment de la même forme, le Nyoho-e, él también había cosido un Kesa siguiendo la forma Nyoho, comme nous faisons nous, como hacemos nosotros, un kessa à 25 bandes, un Kesa con 25 bandas, qui ensuite a été transmis aussi à ses disciples et qui existe toujours. que se transmitió seguidamente a sus discípulos y que todavía hoy existe. Donc lui, Jun Sonja du XVIIIe siècle, puisque je remonte, Gyun Sonja del siglo XVIII, puesto que voy hacia arriba, il avait étudié le sanskrit, él había estudiado el sánscrito. il était de l'école Shingon, pas de l'école Soto. Él era de la escuela Shingon y no de la Soto. Et c'était une époque de troubles dans le Japon. Era una época muy removida en Japón. Et en fait, il a étudié le sanskrit pour pouvoir étudier ce qu'on appelle les Vinayas. Él estudió el sánscrito para poder estudiar el Vinaya En sanskrit directement. en sánscrito directamente. Les Vinayas, ce sont les textes qui expliquent les règles de vie des moines au temps du Bouddha. El Vinaya son los textos que explican las reglas de vida durante el tiempo del Buda. Maître Dogen, donc, lui, quand il est allé en Chine, donc, El maestro Dogen, cuando fue a la China, auprès de son maître, junto a su maestro, a vraiment eu, comment dire, une révélation, enfin vraiment été vraiment touché par le Kessa. tuvo como una revelación, se quedó muy
impregnado, muy profundamente conmovido Voilà. al ver el Kesa. Il le raconte Y dans lo le explica, Kessakudoku, eso, en el Kesa Kodoku. surtout quand il a entendu le sutra du Kessa. Sobre todo al oír el sutra del Kesa. Il a réalisé à ce moment-là, en entendant tous les moines du temple chanter, en ayant le Kessa posé sur la tête, comme on fait le matin, Cuando él oyó a todos los monjes que cantaban, igual que lo hacemos por la mañana, con el Kesa encima de la cabeza, et qui chantaient donc le sutra du... y cantaban el sutra del Kesa, Il a vraiment réalisé qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis longtemps, él se dio cuenta que había encontrado aquello que andaba buscando desde hacía mucho tiempo, qui était vraiment le dharma du Bouddha. que era el Dharma del Buda. Et il dit que, bien sûr, il s'est mis à pleurer. Dogen était très sensible, il pleurait souvent. Dogen era muy sensible y lloraba muy a menudo, así que en esa ocasión lloró. Mais il était tellement touché et il a vraiment fait le vœu de rapporter de transmettre ce dharma, ce vrai dharma du Bouddha dans son pays. Estaba tan conmovido que él hizo el voto de transmitir el Kesa del Buda, el Dharma del Buda, a Voilà. su país. Et donc, il dit vraiment de transmettre le vrai dharma et de transmettre le vrai Kessa dans mon pays. Yo quiero transmitir el verdadero Dharma y transmitir el verdadero Kesa en mi país. Et donc, bien sûr, le Kessakudoku, dans le Kessakudoku, il commente les Vinayas, donc les règles de vie des moines du temps du Bouddha. En el Kesa Kudoku, él comenta las reglas de vida de los monjes en el tiempos de Buda, ainsi que des sutras dans lesquels on parle du Bouddha, du Kessa. y también sutras en las cuales se habla del Kesa. Alors, déjà du temps du Bouddha, En tiempos de Buda, on parlait se posait des questions sur le Kessa conforme au Dharma. ya la gente se preguntaba sobre el Kesa conforme al Dharma. Parce que, bien sûr, le Bouddha, il a enseigné pendant 45 ans. El Buda enseñó durante 45 años. Et donc, les conditions autour de la Sangha ont changé. Y las condiciones de la Sangha con todo ese tiempo fueron cambiando. Et les premiers Kessa, c'était, on dit des funzoe, en fait. Los primeros Kesa eran funzoe, C'est-à-dire des vêtements faits vraiment à partir de tissus complètement rejetés, enfin, dans des décharges, on pourrait dire. es decir, hábitos que se hacían con telas que las personas ordinarias habían rechazado y que se encontraban en los basureros, en la basura. Et puis, ensuite, la Sangha est devenue assez importante. Seguidamente la Sangha fue creciendo, se fue volviendo importante. Et donc, le rapport entre les moines et les laïcs La relación entre los monjes y los laicos était bien définie, estaba muy definida. puisque les moines ne devaient pas travailler Los monjes, ellos no debían trabajar et dépendaient totalement des dons des laïcs. y dependían de los dones de los laicos, Donc, bien sûr, pour la nourriture, con el alimento, por supuesto, mais aussi pour le tissu. y también en relación a las telas, Parce que c'était aussi, c'est pas seulement que les moines dépendent, no solamente se trataba de que los monjes dependieran, c'est que ça permet aux laïcs de participer à la voie eso también permitía que los laicos participaran par en le la vía par le fait de donner. con el hecho de dar. Donc, bien sûr, le Bouddha est quand même devenu assez célèbre. El Buda fue siendo muy, muy célebre. Et puis, les moines, certains de ses disciples étaient de familles riches. Algunos de sus discípulos venían de familias muy ricas. Et donc, les dons étaient faits par des gens qui, très sincèrement, donnaient des tissus neufs, bien sûr. Y había personas que hacían dones y con mucha sinceridad ellos ofrecían telas muy de valor. Et donc, quand tous les moines
se rassemblaient autour de Bouddha pendant la saison de la mousson, des pluies, Cuando los monjes se juntaban junto al Buda durante la estación de las lluvias, c'était l'occasion d'enseigner, voilà, pour le Bouddha d'enseigner, de répondre à des interrogations de ses disciples. en ese momento el Buda enseñaba y contestaba las preguntas de sus discípulos. Donc déjà à cette époque, certains moines, enfin, ne critiquaient les autres moines. Y ya en esa época algunos monjes criticaban a los otros monjes. Et donc, pouvaient penser, mais c'est pas possible, lui, il a un tissu trop beau ou entier, enfin bon, voilà. Y se decían, ¿cómo es posible que lleva esa tela tan bonita? Donc, il posait la question au Bouddha. Y entonces le preguntaban eso al Buda. Et Bouddha mettait en conformité avec le Dharma. Y el Buda todo eso lo ponía en conformidad con el Dharma. Pas seulement pour le kessin, pour toutes les choses pour toutes les règles de vie. Hein. No solamente con el Kesa, sino con todas las reglas de vida. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il disait pas ça c'est bon, ça c'est faux. Él no decía nunca esto está bien y esto es falso. Il mettait en conformité. Él ponía las cosas en conformidad. Donc, par exemple, un moine avait reçu un tissu neuf. Por ejemplo, un monje un día recibió una tela nueva. Marron en couleur. De color marrón. Et donc le Bouddha dit, oui, c'est neuf, alors c'est possible, mais il faut dévaloriser ce tissu. Dice, bueno, es posible, pero hay que desvalorizar esa tela. Alors, par exemple, on va le laisser dehors. Así pues, lo vas a poner fuera. Et puis les oiseaux, tout ça, vont un peu l'abîmer. Y los pájaros irán un poco estropeándola. Et ce sera possible. Y así entonces eso será posible. Et bien sûr, il y avait donc la teinture. Y también era cuestión del tinte. Donc, dès le premier vêtement que le Bouddha s'est confectionné après son éveil, ya en el primer hábito, vestidura que el Buda se confeccionó después del despertar, on dit qu'il a donc pris des tissus très souillés, très rejetés. se dice que cogió para ello telas muy manchadas que todo el mundo rechazaba. Qu'il les a lavées, Él las lavó, teints las tiñó et assemblées. y las juntó. Donc, en fait, quand il mettait en conformité au Dharma par rapport avec un tissu, une pièce de tissu neuve, Así, cuando el Buda ponía en conformidad en relación al Dharma una tela que había sido de origen nuevo, il a expliqué la règle des 3 dévalorisations. explicó la regla de las 3 desvalorizaciones. 3 actions de dévalorisation. 3 acciones de desvalorización. Voilà. Alors, la première, c'est la teinture. La primera es el tinte. Parce que, en fait, une pièce de tissu neuve, Un trozo de tela nuevo. Surtout en pensant qu'à l'époque, c'était bien sûr tissé à la main, bien sûr. En esa época se tejía manualmente. Et puis, si c'était un tissu précieux, la couleur, c'était des teintures végétales. En esa época habían tintes vegetales y si era una tela nueva tenía un color especial. Donc, c'est ce qui donnait toutes les couleurs vraiment précises. Había colores precisos. Y compris le blanc pur ou le noir profond. Por ejemplo, el negro profundo o el blanco puro. C'était forcément des tissus qui avaient une valeur. En fait. Eran telas que tenían mucho valor. Mais maintenant, on dit un blanc pur. Hoy día se dice un blanco puro. On dit un noir profond. Se dice también negro profundo. On dit un jaune vif. Se dice un amarillo vivo. Donc, et en fait, la teinture, dans ce cas-là, pour la dévalorisation, c'est de casser la couleur. Y para desvalorizar el tinte, el color del tejido, es cortar. Voilà, ça casse, vraiment. Es
Oui, cortar. on dit oui. Couleur cassée, c'est, en japonais, c'est ejiki. Ejiki es hacer que el color sea pardo. Et en fait, c'est comme si on cassait l'ego. Es como si se quisiera cortar de raíz el ego. On a un tissu qui est beau, qu'on aime, qui nous crée le désir ou l'attachement. Tenemos ahí una tela que es bella, nos gusta mucho y que nos crea un deseo, un apego. Et en trempant dans la teinture, Y al ponerla en el tinte, on casse la couleur, mais on casse l'attachement surtout. el color se difumina, se corta, pero sobre todo es el apego el que queda cortado. On pourrait dire qu'on grise les choses. Se podría decir que las cosas se vuelven grises, pardas. Donc, ça fait qu'un kessa ne doit pas être brillant, en fait. Un kesa no debe ser brillante. C'est vraiment c'est l'abandon de, comment dire, de se distinguer, comment dire, Es abandonar el hecho de c'est quererse pas clair. distinguir. Et Jiki, c'est pas clair. Eso no está muy claro, está como difuminado. Voilà. Eh bien, si on transfère dans l'idée du dharma, En la idea del Dharma, si transferimos esto, on veut souvent, en fait, préciser et saisir, voilà, le dharma, le sens même de l'enseignement. a menudo se quiere precisar y agarrar, captar el sentido del Dharma. C'est pour ça qu'on a l'esprit de discrimination qui continue. Por eso continúa el espíritu de discriminación. C'est pour ça qu'on demandait à Eno, c'était du lin, c'était du coton ou de la soie, Por eso se le preguntaba a Eno si se trataba de algodón o de seda, pour savoir qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, para saber qué es lo que es puro y qué es lo que es impuro, et même qu'est-ce qui est conforme et qu'est-ce qui n'est pas conforme. lo que es conforme y lo que no es conforme. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça existait déjà du temps du Bouddha. Eso ya existía durante tiempos del Buda. Et c'est pour ça que dans ses réponses, En sus respuestas, il mettait en conformité, él ponía en conformidad parce que il s'adressait vraiment profondément à ses disciples en parlant du dharma, mais qui est même indicible. Él se dirigía con toda su profundidad a sus discípulos, hablando del Dharma, de algo que no se puede decir con palabras, indicible. Et en même temps, c'est très pratique, hein, un kessa, c'est matériellement, ça existe. Pero al mismo tiempo, aunque eso es algo práctico que existe materialmente. Et alors, donc, pour les trois dévalorisations, il y avait en premier vraiment la teinture. Hein. Respecto a las tres desvalorizaciones, primero está el tinte. Ensuite, bien sûr, le couper, la dévalorisation par le fait de couper. Y luego el desvalorizar una tela por el hecho de cortarla. Alors, en fait, nous, à notre époque, on achète des tissus. En nuestra época, compramos un trozo de tela. On a des ciseaux, on coupe. C'est pas cortamos con las tijeras. Pour faire nos kessas. Hacemos nuestro kessa. Mais si on pense qu'une pièce de tissu qui était tissée, donc une pièce entière. Pero si uno piensa que una tela que ha sido tejida de una sola pieza, forcément ça avait de la valeur, alors que et de couper, c'était vraiment là, c'est vraiment une dévalorisation, une vraie dévalorisation. El hecho de tener todo un trozo de tela tenía mucho valor, pero cortarla, eso ya la desvalorizaba mucho. Et puis donc il y avait la coupe et ensuite l'utilisation par l'aiguille. Y luego está la desvalorización con la aguja. Alors, les disciples, quand ils avaient les funzoé, donc les vêtements, les kessas faits de plein de morceaux, quelquefois c'était assemblé d'une couture assez simple. Los discípulos, cuando tenían ya todos los trozos de tela, las juntaban de una manera muy simple. Et alors on raconte qu'un jour, un moine, en fait, je crois qu'il avait bu, il avait un peu trop bu, on lui avait dû lui donner de l'alcool à boire, je ne sais pas très bien. En tout cas, il était un peu écroulé et des enfants, pour plaisanter, ont tiré sur le fil.
Se cuenta que a un monje un día alguien le dio de beber y estaba un poco pasado y entonces se cuenta que unos niños se acercaron a él y le tiraron del quesa Forcément, les morceaux se sont désolidarisés. y los trozos de tela se deshicieron. Et donc, à la suite de ça, effectivement, Y luego, seguidamente, después de esta historia, déjà, il y a le précepte de ne pas s'enivrer. viene el precepto de no embriagarse, Mais sur le kesa, il y a eu le fait, vraiment, donc dit par le Bouddha, on coud, donc c'est ce qu'on appelle nous le point, enfin, le point arrière, donc parce que du coup, ça se découpe pas en tirant sur un fil. y luego también está la técnica de coser haciendo un punto hacia atrás, porque eso hace que al estirar un hilo no se puede deshacer. Mais alors évidemment, ça fait beaucoup, enfin l'aiguille, comme vous avez pu remarquer si vous faites un kesa, l'aiguille fait beaucoup de trous en fait. On pique, on ressort, on pique, on ressort. Enfin, on fait beaucoup. À chaque point, il y a deux trous faits dans le tissu. Pero como lo habréis notado, al hacer un quesa se pincha y a cada punto hay dos agujeros que se crean en la tela. Ce qui fait que après, c'est complètement le tissu, il est même plus utilisable, même une pièce pour faire quelque chose. Il est troué, donc il est aussi abîmé. Un trozo de tela está agujereado como si estuviera estropeado y no se puede utilizar para otra cosa. Donc voilà les trois dévalorisations. Esas son las tres cosas de desvalorizaciones. Voilà. Alors ça explique aussi, comment dire, donc Maître Dogen avait étudié tout ça, là, toutes ces règles-là. El maestro Dogen había estudiado todas esas reglas. Et donc dans le Kessakudoku, il insiste beaucoup sur le Funzoe, Y en el Kesakudoku a él habla mucho del Funzoe, qui est, comme il dit, le Kessa le plus élevé. es el Kesa más elevado. Et donc il donne beaucoup de, comment dire, de détails sur quel type comment dire, de tissu était utilisé du temps du Bouddha. Él da muchos detalles con relación al tipo de tela que se utilizaba en época del Buda. Donc les tissus mordus par les vaches, Las telas que las vacas habían mordido, rongés par les rats, que las ratas habían voilà, roído, tout etc. ça. Mais en fait, il dit aussi d'ailleurs que il y a des régions où on ne trouve pas même ni de coton, ni de soie. Donc il disait, on peut aussi faire un kessa avec même la peau la peau des bêtes, en fait, j'imagine, je sais pas, dans le nord de la Chine, je sais pas très bien. En fait, on fait avec ce qu'on trouve. Él decía que si hay regiones en las que no se encuentra ningún tipo de tela, por ejemplo en el norte de Voilà. China o en regiones así muy alejadas, también se puede hacer con una piel de un animal. De hecho, se hace el quesa con el material que se encuentra. Et ça, c'est quand même important parce que euh, si si on recherche vraiment, je veux vraiment faire le vrai kessa, alors on va chercher voilà je sais pas exactement ce qui est dit. Ah, on va prendre des vaches et puis leur demander de mordre le tissu. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Y eso tiene su importancia porque si uno quiere hacer un verdadero quesa y tiene una actitud así muy estricta y quiere ir a buscar telas que las vacas se hayan comido, pues eso no tiene mucho sentido. Ce qui est très important, c'est de comprendre l'esprit du kessa. Lo que es muy importante es comprender el espíritu del quesa. Et comme c'est l'esprit d'abandonner, Como se trata del espíritu de abandonar, bah, chacun peut observer à quoi il est attaché. cada cual puede observar a lo que está apegado. Voilà, c'est assez simple en fait. Es simple, Mais c'est infini. pero es infinito. Parce qu'on croit qu'on est plus attaché, puis après on est attaché à ne pas être attaché. Enfin, on est toujours. C'est infini. C'est pour ça que, en fait, Zazen est vraiment important. Uno se piensa que no está apegado, pero de hecho puede estar apegado a no estar apegado y eso es infinito. Por eso Zazen es importante. Et qu'il ne faut pas séparer Zazen et le Kessa. Y no debemos separar Zazen y el Kesa. Donc tout à l'heure, on disait que, enfin je vous disais, pardon, que le Kessa vous protège pendant Zazen des errances de l'esprit, Os dije que des el Kesa divagations de l'esprit. protege durante Zazen de las divagaciones de la mente.
Mais aussi, moi, j'ai connu des personnes qui cousaient le kesa Conocí a personas que cosían el quesa et qui étaient très attachées au fait de coudre, hein, estaban muy apegadas al hecho de coser et puis qui, pour une raison ou une autre, faisaient moins ou plus zazen. y por una razón u otra hacían poco o nada de zazen. Et c'est plus du tout des kesa, en fait. Y entonces eso ya no se trata de quesa. Ça devient très, très vite une décoration. Muy rápido todo eso se convierte en una decoración. Alors surtout quand on parle donc du funzoé, Cuando se habla de funzoe, qui quand même est enfin une méthode qui s'est transmise vraiment, même jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, es un método que se ha transmitido hasta nuestra época à travers, euh, à travers la Chine, le Japon et puis maintenant l'Europe, enfin l'Occident. a través de la China, el Japón y ahora en Occidente. Comme ce sont des kesa qui demandent, enfin, techniquement, qui demandent beaucoup de temps et beaucoup de précision, Esos quesas exigen mucho tiempo y mucha precisión. on est très vite tenté de faire même si on ne veut pas faire une œuvre d'art, ça devient très, très vite magnifique. Rápidamente se convierte en una especie de obra de arte o en algo magnífico. Alors, effectivement, peut-être que dans certaines circonstances, surtout au Japon, En algunas circunstancias, seguramente en Japón, ça pouvait avoir, comme ce sont des kesa qui étaient portés pendant des grandes cérémonies, esos quesas se llevaban en grandes ceremonias. ça pouvait avoir le bénéfice de toucher tous les laïcs qui étaient là, enfin Eso podía aportar un beneficio para impresionar o transmitir algo a los laicos. surtout s'il y a juste la lumière des bougies, enfin le fait que ce soit fait avec des assemblages de tissus en soie, donc tout ça c'est surpiqué. Enfin, il y a quelque chose de magnifique. Sobre todo cuando esas ceremonias se hacían solo a la luz de las velas, el hecho de que estuvieran cosidos con hilos de seda y todo eso daba un ambiente, una apariencia magnífica. Mais en fait, Dogen ne parle pas de ça du tout. Pero Dogen no está hablando de eso. Quand il dit le plus élevé, c'est le funzoé, Cuando él dice que lo más valioso, lo más elevado es el funzoe, il ne parle pas forcément seulement des kesa funzoé. Donc, no está hablando solamente del kesa funzoe. funzoé peut aussi désigner la matière, en fait. Funzoe también puede tratarse de la materia. Voilà. Et donc, effectivement, un tissu soit qui est usé, mais c'est surtout qui n'a pas de valeur, en fait. Voilà, qui n'a plus de valeur, puisque au départ, c'est les tissus rejetés. Una tela que ya no tiene valor, puesto que al principio es una tela que ha sido rechazada. Rejetés par la société. Es la sociedad quien la rechaza. Il n'a plus de valeur mondaine, on pourrait dire. Ya no tiene ningún valor mundano. Voilà. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'esprit. Por eso debemos comprender el espíritu. Donc, si après, tout de suite, on se dit, puisque il est dit que ce qui est le plus vil, le plus en bas devient le plus haut des kesa, Puesto que se dice que aquello que es lo más humilde, lo que está más abajo, se convierte en lo más valioso y lo más elevado, en kesa. quand on veut faire un funzoé, Cuando se quiere hacer un funzoe, le problème, c'est que souvent, on voit le résultat final le plus élevé. vamos a hacer el kesa más elevado, más valioso. Et puis, en général, on ne le fait pas pour soi, on le fait souvent pour un maître ou pour un temple. A menudo eso se cose para un maestro o para un templo. Donc, ça explique cette magnificence des kesa funzoé, Eso souvent. explica esa especie de magnificencia hacia el funzoe. Parce qu'en plus, c'est vraiment à fabriquer, c'est vraiment un travail très, très, très important. Realizar un funzoe requiere un trabajo muy, muy, muy importante. Donc, c'est très important quand on fait un funzoé d'avoir dès le début
l'esprit du Kesa, l'esprit du Funzoe. Cuando se cose un funzoe, se debe tener desde el principio el espíritu del Kesa, el C'est- espíritu del funzoe. C'est-à-dire de comprendre que on prend ce qui a le moins de valeur Que comprender que se coge aquello que tiene el más mínimo valor et c'est par le fait de teindre, d'assembler, qu'on va faire, qu'on va faire le Kesa Funzoe. y es por el hecho de teñir y de juntar que esto se va a convertir en un Kesa, en un funzoe. Parce que ça nous fait revenir, alors là, si on remonte vraiment au premier vêtement de Bouddha après son éveil. Sí, eso hace que volvamos, que regresemos a la primera vestidura de Buda después del despertar. Avant même qu'il y ait ce dessin, enfin ce plan de rizière des Kesa. Avant. Incluso antes de que existiera ese dibujo del campo de arroz, Puisqu'en fait, Bouddha était, il était un ascète, il était quasiment nu Buda estaba casi desnudo, era una asceta, et il a décidé vraiment de se vêtir. y él decidió vestirse. Et c'est là qu'il a ramassé ce qu'il y avait de plus, oui, de plus rejeté, de plus souillé. Y en ese momento él juntó todo lo que encontraba de que estaba manchado, que la gente rechazaba. Et qu'à partir de ces tissus, qu'il a donc lavé, teint et assemblé, Y a partir de esas telas que él lavó, tiñó y juntó, il a fait son vêtement. a partir de eso él hizo su vestidura. Et ça symbolise le fait que chacun de nous, c'est à partir de notre nature humaine très impure, pleine Eso d'attachement, simboliza que nosotros, cada uno de nosotros, a partir de nuestra naturaleza impura, llena de apegos, on peut avoir l'éveil, podemos on peut devenir alcanzar Bouddha. el despertar Voilà. y convertirnos en un Buda. Shakyamuni n'est pas descendu du ciel pour enseigner quelque chose, il était un humain. Shakyamuni no bajó del cielo para enseñar algo, era un ser humano. Donc, comment dire, cette purification de ce qui est souillé pour en faire ce qu'il y a de plus élevé, Y esta purificación para hacer que aquello que estaba era lo más impuro, lo más mancillado y convertirlo en algo elevado, c'est vraiment le dharma, c'est son enseignement. es el Dharma, es su enseñanza. Et après, en fait, donc après, il y a eu la forme de rizière, Después apareció la forma de campo de arroz, parce que ça donne un aspect vraiment frais, vraiment, oui, il y a une grande noblesse, en fait. eso da un aspecto fresco y Oui. una gran nobleza. Et donc, c'est pour ça que c'est important que le kesa soit propre, par exemple. Por eso es muy importante que el kesa esté limpio, Parce que on peut se dire, ah, ben, kesa, funzoe, c'est pas non plus, c'est pas un kesa c'est pas un vêtement de mendiant, je cherchais. no es una vestidura de un mendigo. Il y a aussi ça doit inspirer vraiment le respect et la noblesse, en fait. Il y a une noblesse dans le vêtement, dans le kesa. C'est Debe important. inspirar el respeto y la nobleza, hay una nobleza en esa vestidura. Voilà. Et donc après, justement, quand on parle de quel type peut être bien pour un kesa, Cuando se habla de qué tipo de tela puede estar bien para un kesa, donc quand je disais que la première, enfin, la règle de base, c'est d'abandonner le désir. os dije que la regla de base era abandonar el deseo, C'est parce que c'est en fait purifier es purificar le tissu des désirs qu'il porte, qu'il provoque. purificar la tela de los deseos que podría llevar con él. En fait, dans l'esprit, enfin dans le monde ordinaire, ce qui est pur, c'est ce qui est neuf, propre, En qui n'a pas été utilisé.
En el mundo ordinario lo que es puro es lo que es nuevo, que está limpio y que no ha sido utilizado, qui n'est pas souillé. lo que no está manchado. Et pour le Kessa, donc dans le Dharma, c'est on purifie du désir. C'est le désir qui est la souillure. Y para el Kesa uno se purifica del deseo. Es el deseo lo que está manchado. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette dévalorisation. Por eso se desvaloriza. La dévalorisation, c'est la purification, en fait. La desvalorización es la purificación. On purifie de la souillure de désir. Se purifica de la mancilla del deseo. Et c'est très intéressant parce que moi, ça fait donc pas loin de 50 ans que je vois donc les Kessa dans la Sangha. Voy viendo desde hace 50 años muchos y muchos Kesas en la Sangha Et en fait, il y a toujours des désirs, y siempre hay deseos. même si c'est pas comme la mode dans la vie ordinaire, parce qu'ils changent régulièrement, mais quand même, il y a, suivant les époques, il y a certaines couleurs, certains tissus. C'est normal, hein, c'est humain. No es como la moda que va cambiando cada año, pero según las épocas hay unos deseos, unas tendencias hacia unos colores. Et par exemple, ce qui peut être très difficile, c'est d'accepter un tissu qu'on vous offre. Por ejemplo, algo difícil debe ser aceptar una tela que uno te ofrece. Ouais, parce que les disciples du Bouddha, en fait, ils étaient censés recevoir la nourriture, ils choisissaient pas, ils mangeaient ce qu'on leur avait donné, Los discípulos del Buda no escogían, ellos se comían lo que la gente les daba. mais ils recevaient aussi les tissus. También recibían las telas. Le Bouddha disait, bon, ben, c'est possible, on dévalorise. Por eso el Buda decía, es posible, pero hay que desvalorizar. Mais quelquefois, accepter ce qu'on vous offre, ça peut être vraiment difficile, parce que c'est trop beau même, ou, enfin, parce que ça nous plaît pas, voilà, parce que c'est pas l'idée qu'on a, nous. A veces aceptar algo que alguien nos ofrece es difícil, porque puede ser que no nos guste o puede ser que lo encontremos demasiado bello. En fait, c'est vraiment ça, aller au-delà de la contradiction, Y eso es ir más allá de la contradicción, au-delà de l'esprit de dualité. más allá del espíritu de dualidad. Et donc, je crois que j'ai à peu près fini. C'est trop court ou ça va? Casi creo que ya he terminado, no sé si es corto. Ah si, non, c'était pas si long, excusez-moi. Parce que quand je commence sur le Kessa, ça peut durer. Voilà. Ben, j'espère que vous aurez bien compris ce que j'ai voulu dire. Merci. Espero que hayáis comprendido lo que he querido decir.